Eh oh, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le tiers, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représente, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur WSLC, toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Hugo, take a seat, non? All my cats say in 500 sacs passés. I respond to them, Naboulé. PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir un warrior, un survivant, un athlète, mais le plus important, un homme de cœur. L'homme que l'on nomme Jean-Baptiste Alaise. Oh là là, quel honneur, quelle entrée. Ça me touche. Comment va? Bah, écoute, je suis très heureux de venir à cette belle émission que je viens de découvrir. Et tant que la santé et de l'espoir. Ça fait plaisir. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. On est honoré de te recevoir, sincèrement. Merci à vous pour l'invitation aussi. Sincèrement. JB, dis-moi, est-ce que je peux t'appeler JB déjà? C'est JB, c'est pour les intimes. Si tu m'aimes bien, c'est bon. C'est all good. C'est la famille, on va dire. C'est la famille, c'est voilà. Important. C'est important. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Jean-Baptiste Alaise. J'ai 30 ans. Je suis originaire du Burundi. Et c'est un tout petit pays qui est à côté du Rwanda, le Congo. Et je suis rescapé de la guerre civile en 1993. Les conflits entre Hutus et Tutsis, donc je suis Tutsi. Mm-hmm. Et donc les Hutus voulaient nous exterminer. Sur une histoire où on n'était pas vraiment au courant. Ça s'est fait à dernière minute. On n'a pas eu le temps de prendre un rendez-vous pour la guerre. Et tout le monde a été massacré. Toute ma famille a été massacrée pendant ce conflit. Et moi, je suis un des derniers survivants. Et j'ai dû notamment assister à l'assassinat de ma mère devant mes yeux. Parce que le but des Hutus avait un but précis, c'était d'exterminer tous les Tutsis, donc les familles productrices, les mamans, les enfants. Donc j'avais 3 ans quand ils ont voulu nous tuer. Donc j'ai eu notamment 4 coups de machette, un au bras, à la jambe et derrière la nuque. Et dans le dos. Excuse-moi de te couper, mais c'était quoi le but? Ça part d'où cette guerre civile? Et déjà, t'avais quel âge? Alors j'avais 3 ans. Cette guerre part de nulle part, pour nous, hein. Parce que c'était des voisins, des gens qui connaissaient très bien ma famille, qui venaient souvent à la maison. Ok. Le lendemain, ils ont vrillé et on l'a pas compris. Surtout qu'on n'était pas du tout prêts. C'est pas une guerre, c'est quand il y a 2 pays qui sont prêts à s'en frotter ou deux ennemis. Mais là, c'était... on nous a massacrés. C'est un crime contre l'humanité, on va dire. Mais moi, j'avais 3 ans, donc c'était encore plus compliqué pour que je comprenne. Et en grandissant, j'ai appris que c'était une guerre de business. Mais bon, comme on dit, c'est mon passé, c'est le passé. Aujourd'hui, je suis là et j'ai été très honoré d'avoir été adopté dans une très belle famille à l'aise, où j'ai eu un papa et une maman qui m'ont donné cette éducation, qui m'ont donné de l'amour et de l'espoir. Et j'étais placé en orphelinat de mes 3 ans jusqu'à mes 7 ans, avant que je sois adopté. Je ne savais pas si un jour ou l'autre, j'allais retrouver l'amour avec un père et une mère. Et mon père adoptif est venu me chercher, sachant que c'était compliqué pour lui de pouvoir retourner chez lui, retourner en France avec moi, parce que c'était encore les conflits. Donc du coup, mon père, ils ont attendu 3 ans déjà pour m'avoir. Mon père, il a dit, je m'en fous, j'y vais. C'est ça la guerre. Et ce que je veux dire, c'est que politiquement, est-ce que toi, ta famille était impliquée? Alors, non, parce que mon père, lui, faisait partie des chefs des armées. Donc, politiquement, ils n'étaient pas du tout impliqués. Au contraire, nous, on était Tutsis, donc on n'avait rien à voir avec les conflits des Hutus. Mais on ne connaîtra jamais la véritable histoire. Sauf qu'aujourd'hui, on apprend que dans une guerre de business, on fait tout pour manipuler les gens.
Mais c'est dingue et horrible de se dire que on paye des gens pour qu'ils se tuent entre eux. On tue des enfants, des femmes enceintes. Les femmes enceintes, par exemple, on tuait l'enfant dans le ventre et puis on laissait la femme crever. C'était vraiment, hein, du jour au lendemain, ils ont changé de camp, mais en mode des animaux. C'était la barbarie. Mhm. Et je pourrais jamais voir ça en un humain. J'aurais jamais pu imaginer, même si j'étais petit. Mais je peux comprendre aujourd'hui qu'une manipulation, tu peux aller très très loin. Dans la haine et dans la vengeance, dans la manipulation, on peut faire des choses très très sales. Les Hutus, ils ont tué plus d'1 million de morts en 2 semaines, à la machette, avec des armes blanches. Et quand le gouvernement, les casques bleus étaient là-bas, bah, ils ont tous fui. Ils ont pas essayé de calmer les choses, de protéger. Ils ont tous fui. Et aujourd'hui, on apprend que bah, c'est eux qui ont fait tout ça. Et c'est dur de me dire que pour de l'argent, j'ai été assassiné. Parce que pour moi, je me suis considéré comme une personne qui a connu la mort et le retour en même temps, parce que j'ai dû assister au fameux tunnel avec le soleil qui s'éloigne. D'ailleurs, c'est beau, parce que à ce moment-là, j'étais content de partir avec ma mère, parce qu'en plus de ça, lors de l'assassinat de ma mère, je devais voir quand ils l'ont coupé la tête. Et la tête, elle a roulé à côté de moi, et c'était vraiment des images horribles. Et donc, moi, j'étais vraiment dans le côté où je l'ai protégé ma mère. Même si j'étais petit, je pouvais pas faire grand-chose contre 6 hommes. Mais quand j'ai assisté à ce fameux tunnel avec la lumière qui s'éloigne, j'avais le sourire, j'étais heureux. Et donc je me suis dit, je reste avec ma mère. Et quand je suis revenu à la vie, je me suis réveillé à l'hôpital, je sais pas combien de temps après, parce que j'ai dû faire un coma, apparemment. C'est les soldats de mon père qui ont été voir à la maison pour voir si on était encore en vie. Et il s'avère qu'ils ont vu que j'avais une part de conscience où j'étais encore un peu en vie, mais j'ai perdu tellement de sang en fait que mon cerveau était plus régué, mon corps était plus régué, il n'y avait plus rien. Donc ils m'ont emmené à l'hôpital et pour essayer de me sauver, ils m'ont fait une injection du sang. Et ce qui est marrant, c'est que arrivé à l'hôpital, je suis arrivé dans un état mais très très critique. Mais j'aurais pu y passer là-bas parce que j'avais perdu beaucoup de sang et on m'a injecté du sang. Et en fait, mon groupe sanguin, quand je suis arrivé en France, quand on a fait les examens, je me suis aperçu que c'était O+. C'est un sang qu'on peut donner, mais pas recevoir n'importe quoi. Nous, là-bas, au Burundi, on n'a pas de carnet de santé pour savoir qui tu es, quel groupe sanguin tu as. Donc, ils m'ont injecté un sang et ça a l'air qu'aujourd'hui, je suis là. Et c'était vraiment horrible parce que l'hôpital, c'était pas du tout un hôpital comme on a en France. C'était vraiment un truc pour sauver les gens. Tout le monde était mélangé, les enfants, les vieux, les rescapés de la guerre, tous dans la même salle. On avait un seul groupe électrogène pour nous opérer, nous endormir. Donc il s'avère que certains ils étaient soignés en mode sans être endormis. Comme moi, je pense. Bon, moi, je suis arrivé dans un état très critique, donc c'était compliqué à me dire qu'on va essayer de m'endormir, je suis déjà parti. Et donc à l'Infoléna, je me suis construit tout seul dans un lieu où il y avait des viols, des trafics d'organes, des enfants vendus pour l'esclavage, pour tout ce que vous voulez. Et c'était vraiment comme quand on arrive en prison. Si t'as pas de gars, c'est compliqué à t'en sortir. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir été protégé par une fille qui s'appelle Zita et Marius. C'était comme mon père et ma mère là-bas. Parce que je suis arrivé, j'étais un des tout petits. Et qui ont pris soin dans mes bras. Enfin, ils ont joué le rôle du père et de la mère. Il s'avère que 6 ans après, je me suis fait adopter en France. Et là, j'ai découvert ce nouveau monde. Je savais pas du tout qu'il y avait un autre monde en dehors du mien. Je n'avais jamais vu de personnage de couleur, de blanc. Et quand j'ai vu mon père, j'avais un peu peur parce que, vous savez, en Afrique, on nous raconte les mêmes histoires de contes de fées. Hein. Par exemple, les Noirs, c'est des cannibales, ils mangent des Blancs. Nous, on nous raconte l'inverse. On dit que les Blancs, ils mangent les Noirs. Quand j'ai vu mon père adoptif, sans savoir que c'était mon père adoptif, parce qu'on se comprenait pas, moi je parlais ma langue kirondais et lui il parlait français. Donc c'était compliqué à se changer, à se parler. Mais
J'avais vraiment une sensation de peur et de me dire qui c'est ce monsieur, j'ai jamais vu un personnage de couleur différent des autres. Et je savais pas ce qu'il voulait. Pour moi, j'avais qu'une identité, c'était que je pensais il venait me manger, il venait m'acheter pour me manger par rapport à tout le trafic d'enfants qu'il y avait. Mais très rapidement, il est venu avec plein de cadeaux. J'ai senti que ce monsieur-là il était venu pour quelque chose. Il m'a donné de l'amour très vite. Et j'avais perdu ça pendant des années. Je pensais même pas un jour ou l'autre que j'allais retrouver l'amour. J'étais vraiment comme un enfant abandonné, un animal, quoi. Et même là-bas, on n'avait pas à manger, on survivait. Et c'était vraiment très, très, très difficile. Donc, bah, je suis parti naturellement avec lui, sans savoir où j'allais partir. D'accord. Et t'es le seul survivant de ta famille, pardon? Oui, je suis un des seuls survivants de ma famille. Mais en 2013, je suis retourné dans mon pays pour vraiment savoir d'où je viens et qui je suis. Comme on dit, c'est important de retrouver ses racines. Comme beaucoup de gens ne pensent pas le faire. Et en fait, il s'avère que toute mon histoire que j'avais en tête, de mes 3 ans jusqu'à mes 20 ans, j'avais vraiment l'histoire juste. C'est fort de se dire qu'à 3 ans, on arrive à se rappeler de tout comme si c'était hier. Demain, quand je vais vouloir faire le film sur ma vie, les scènes, elles sont faciles. C'est comme si c'était fait hier. Mais donc mes parents, ils se disent, mais comment tu fais pour te rappeler de tout ça et de savoir si c'est vraiment vrai? Donc du coup, je suis retourné là-bas. Et il s'avère que j'ai pu retrouver des sœurs qui ont survécu. 3 sœurs. Et en fait, elles, quand je suis arrivé à l'aéroport, il y avait une rumeur comme quoi Mugisha. Mugisha, c'est mon vrai prénom D'accord. de là-bas. Jean-Baptiste, c'est mon prénom adoptif. Mugisha, qui veut dire l'enfant de la chance, je précise bien. Parce qu'en Afrique, on a un prénom africain, ça veut souvent dire quelque chose. Donc, j'ai découvert que j'avais encore des sœurs. Et surtout, elles avaient plus de nouvelles de moi depuis 95. Elles pensaient que j'avais disparu à tout jamais. Et donc, c'était vraiment un choc pour elles et même pour moi. Et donc, du coup, moi, j'ai fait ma vie en France par rapport à cette histoire. Et surtout que mon vrai père, quand il m'a mis à l'orphelinat, il m'a jamais dit la vérité. Il m'a dit que t'allais aller en France, on va te mettre une prothèse, et après tu reviens. Sauf que, une fois que j'ai eu ma jambe, j'ai dit à ma famille adoptive, ouais, je vais retourner chez moi, mon père qui m'attend. Donc mes parents ne comprenaient pas ce que je disais, moi non plus, je ne comprenais pas trop ce qu'ils me disaient en échange. Et il s'avère que ma mère, elle a réussi à trouver un contact d'une famille africaine qui parlait ma langue. Et elle leur a dit, est-ce que vous pouvez aider mon fils à me comprendre, parce qu'on ne se comprend pas du tout. Du coup, j'ai été voir cette famille, et cette famille, elle m'a traduit que Daniel et Robert, ça allait être tes parents, que tu allais être adopté, tu es adopté, et que tu ne retourneras plus jamais chez toi. Et là, ça m'a fait un second choc, comme pendant la guerre. Et je me suis senti abandonné par mon pays, par mon père. Et du coup, j'ai rapidement voulu faire ma vie en France et oublier mon passé. Et j'ai essayé d'oublier mon passé. J'ai essayé d'oublier les images de scènes avec ma mère devant mes yeux. Mais c'était pas possible. J'ai été voir j'ai fait quelques séances avec la psychologue, 3, 4, pas plus. Au bout de la 4e séance, je lui ai dit, mais moi, je viens pas ici pour que pour que mes parents payent aussi cher pour que je me fasse faire des ronds et des carrés et des dessins, quoi. Je m'en fous de ça, quoi. Moi, je veux vite réussir. Je suis un combattant, je suis prêt. Et elle m'a dit, honnêtement, vous êtes un enfant très fort et vous avez souffert dans votre passé, mais je pourrais jamais avoir votre force. Je pourrais jamais vous donner plus que ce que vous avez. Mais tout ce que je peux vous conseiller, c'est de parler. Ce qui vous fait mal au fond de vous. Parler de votre histoire aux gens qui veulent vous écouter. Comme on fait maintenant. Parce qu'avant, je parlais pas du tout. Bien. Ni à mes parents, ni à personne. Je suis resté dans ma souffrance, dans ma douleur. Et il s'avère que je l'ai fait et ma vie, elle a changé du jour au lendemain. Bien. Et c'est une excellente chose, hein, JB. Sincèrement, c'est une excellente chose. Ça prend aux tripes, hein, tout ça. Je voulais rebondir sur la famille à l'aise, du coup, tes parents adoptifs. T'avais des frères et sœurs adoptifs? C'est vraiment une histoire de ouf parce que mon père adoptif, il a une prothèse à la jambe. Oh. Moi aussi. Donc quand il est venu à l'orphelinat, il m'a montré sa jambe. Et il m'a fait comprendre que c'est ça que tu vas avoir quand tu vas arriver en France.
Et du coup, peut-être que la fusion et la connexion s'est fait rapidement parce que j'ai l'impression d'avoir un personnage qui est comme moi et qui allait m'aider dans mon futur. Tout s'est, tout s'est fait de manière où il y avait énormément de connexion. Et moi, je suis quelqu'un qui marche avec la connexion. S'il n'y a pas de connexion, c'est mort. Et donc, du coup, je me retrouve à savoir que mon père, il manque une jambe. Et mes parents, ils Connexion ont adopté spirituelle. aussi un autre garçon. Excuse-moi de te reprendre. Connexion spirituelle? Quand tu parles de connexion, quel genre de connexion? Connexion, je sais pas, il y a un truc en moi comme s'il y avait deux aimants qui se rassemblent entre elles. Parfois, s'il n'y a pas d'aimant qui fait que vous allez rassembler deux aimants, pour moi, il n'y a pas de. C'est pas bon. Donc, en fait, j'ai une connexion sur l'humain. J'arrive à ressentir si la personne elle est bien, pas bien. Et j'écoute beaucoup mon cœur. Et non pas ma tête, ni. Par exemple, il y a des gens qui vont toujours se méfier des gens. Moi, je me suis méfié de personne. Et pourtant, j'ai souffert de mon passé. J'avais la haine contre l'humain. J'aimais plus personne. Je croyais plus à n'importe qui. À personne, tout quoi. J'étais comme un enfant sauvage. Et j'ai dû apprendre à aimer l'humain pour justement avoir une vie meilleure plus tard. C'était quelque chose qui n'était pas facile. J'ai réussi. Donc aujourd'hui, je suis une personne qui va avoir une connexion différente ou alors qui va, euh, qui va s'ouvrir différemment par rapport à beaucoup de gens. Moi, je te laisserai toujours ta chance d'être mon ami. Bien. Demain, si je devais rencontrer les gens qui ont tué ma mère devant mes yeux et qui m'ont conseillé de me tuer moi, je leur serrais la main. Oh, Parce que le passé m'a détruit, mais le passé m'a fait devenir l'homme que je suis devenu. Et c'est important, je pense, le pardon et, euh, et dire que, ok, on a fait une erreur, mais suivant comment tu viens, je peux te pardonner. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le passé. Et je suis fier de cette histoire, en fait. Beaucoup de gens, ils ont du mal à comprendre comment je pourrais pardonner les gens qui ont fait ça à ma mère et à ma famille. ce que je peux souligner de tout ça, c'est que tu as un mental d'acier. Et ça, personne ne pourra te l'enlever. Personne ne Non. pourra te l'enlever, JB. Euh, voilà, tout à l'heure, je te parlais de ton père adoptif, du coup, qui, du coup, a adopté également. Et t'étais pas le seul, finalement, d'après ce que j'ai pu comprendre. Écoute, il s'avère que mon frère, il est. Je suis arrivé à la maison, il y avait un autre garçon. En plus, il était noir. Oh, Dans un tout petit village où il y avait que des blancs, 300 habitants. c'était où? Alors, ça s'appelle Bonlu-sur-Bion. C'est à 30 minutes de Montélimar. Ok. Montélimar, c'est un petit village dans la Drôme. Donc, j'ai pas atterri à Montreuil. Euh, donc, il y avait vraiment très peu d'habitants, on était 300 habitants, et c'est que des blancs. D'accord. Donc, quand j'ai vu mon frère qui était noir, ça m'a rassuré. Et c'était cool, je me sentais moins seul. Parce que chez moi, c'était dur. Hein. Et j'avais droit à Bamboula, c'est un nègre. Tu vois, des trucs horribles. C'était pas du tout ce que je pensais voir et entendre. Et donc, du coup, lui, il est du Rwanda. Et il est Hutu. Oh. Et c'était fait exprès? Non? Wow. Mes parents, ils ont quand même intérêt d'adopter un enfant qui a la même histoire que moi et qui est l'ennemi ou qui a essayé de me tuer, quoi. Donc, mes parents, ils auraient eu un peu peur sur le coup, mais ils savaient qu'on était des enfants, qu'on n'avait rien à voir, tout ça. Lui, il est arrivé, il avait 6 ans. Et on a grandi comme des frères normaux et on chamaillait, mais rien à voir avec le fait que moi je suis Tutsi et lui il est Hutu. Oui, les disputes de frères. Voilà, des disputes de frères, hein, on n'avait rien à voir avec ces conflits, cette histoire. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est qu'on n'a jamais parlé de notre histoire. Jamais. Ok. Et du coup, comme tu l'as si bien dit, noir, dans la Drôme, dans un petit village, qui plus est handicapé. T'avais une double peine. Ouais. Ah, c'était vraiment. J'ai passé vraiment. Toute ma vie, en fait. En France, c'est ça. Toute ma vie, j'ai subi le racisme est très très sale. Mais surtout que je comprendrai jamais parce que mes parents, ils sont blancs. Ma famille, elle est blanche.
je suis handicapé. Ma mère et mon père, ils m'ont aimé comme jamais. Mais quand je vois les gens qui ont inventé le mot racisme, le mot handicapé, j'ai du mal à comprendre. Euh, je pose souvent la question aux enfants, parce que je fais pas mal des interventions dans les entreprises et dans les écoles. Je demande aux enfants, c'est quoi le mot handicap pour vous? Les enfants ils me répondent, c'est celui qui manque une jambe, c'est celui qui est en fauteuil roulant. Et moi je leur dis, ok, je vous explique ce que ça veut dire le mot handicap. Le mot handicap, c'est quelque chose qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de faire les choses. Être gros, c'est un handicap, parce que tu peux plus rien faire de ta vie. Avoir des lunettes de vue, c'est un handicap, parce que tu vois pas très bien. Avoir cette chose qui fait que ça t'empêche d'aller, par exemple, quand tu dois aller draguer une fille, que tu as un blocage en toi qui fait que tu peux pas aller voir la fille parce que tu te retrouves à être bloqué, c'est un handicap. Euh, Moi, je me suis jamais considéré comme une personne en situation de handicap. Parce que moi, mon handicap, c'était devenu ma force. Et mon handicap ne m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Bien. Je fais du snowboard, du ski, du skate, du roller, du breakdance. Je saute à 7,20 m. Je cours en 50-60. Excellent. J'ai fait Ninja Warrior. Je suis allé plus loin que les candidats qui ont 2 jambes. Premier athlète avec une jambe en moins. Je suis devenu premier athlète à avoir fait les championnats de France avec les valides en saut en longueur. Euh, j'ai jamais trouvé quelque chose qui m'empêchait de faire les choses par rapport à mon handicap. Donc du coup, ça m'embête de voir que les gens ils me montrent du doigt comme ça. Toi, l'handicapé. Alors que souvent, je leur dis, vas-y, viens, on y va, on va faire la course. Et après, il y a toujours des excuses. Ah non, vas-y, je mets mes chaussures. Nanana. Ah, pourquoi tu me traites d'handicapé? Pourquoi tu me regardes comme si je suis un martien? Et pareil pour le racisme. J'explique souvent aux enfants, bah, déjà, la question qui est retournée après, c'est que, ok, les enfants, avez-vous un handicap? Les enfants, ils ont tellement compris rapidement qu'ils finissent tous par me dire, oui, monsieur, j'ai des problèmes de vue. Oui, monsieur, je me sens un peu obèse, du coup, j'ai du mal à aller voir les filles. Oui, monsieur, j'ai un problème au pied. Ces enfants-là, ils ont un handicap qui est invisible. Moi, le mien, il est visible. Mais la différence entre la personne qui a un handicap invisible, c'est qu'elle vit très mal. Moi, le mien est visible, mais je vis très très bien. Je fais tout ce que j'ai envie de faire. Je fais même plus de choses que les gens qui ont 2 jambes. Ma prothèse, je la mets le matin à 5 h du matin parfois et je la enlève le lendemain. Il n'y a jamais eu de problème. Moi, ma jambe, c'est ma jambe. C'est mon corps. Bien. Bien. Je préfère que les gens me disent t'es un super-héros comme c'est le cas à l'étranger. Quand je suis à Miami, les gens ils m'admirent tellement par rapport à mon histoire et par rapport à ce que j'ai fait de ma vie. Je suis comme un super-héros. Mais c'est triste quand même de se dire que on doit justifier ou montrer que je suis pas handicapé. Et surtout que il y a toujours des cases ou des images qui sont, qu'on se dirait comme genre en gros, une personne quand je suis à la plage, quand je suis avec mes potes ils arrêtent pas de péter un pont parce qu'ils voient les gens qui me regardent comme si j'étais un martien. Du coup je leur dis, les gars, moi j'ai même pas vu que le mec il me regardait. Bien. Parce que je suis bien avec mon handicap. Je vis très bien, je suis à l'aise comme on dit. En plus, ça plaît à l'aise. Bien. Faut toujours assumer, tu vois ce que je veux Il n'y a dire. pas de T'as hasard. capté? Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il y a Non, pas de mais- hasard. Mais c'est très bien. Et d'ailleurs, même moi, j'ai toujours été admiratif de ces personnes remplies d'humanité. Donc, tes parents, monsieur et madame à l'aise, on les salue chaleureusement. Je fais des gros bisous. Voilà, chaleureusement. Ta rencontre avec l'athlétisme est intervenue à quel moment de ta vie? Alors l'histoire, il fait que quand je suis arrivé au collège, pareil, on était 600 élèves. Et c'est 1, 2, 3 blacks. Sur 600 élèves. T'imagines le délire? Donc laisse tomber le racisme et sale, les embrouilles avec mes copains parce que dire un enfant baboula ou un nègre à cette période-là, c'est fort. Et même, faut oser. Moi, je ne verrai jamais dire à une personnage du style ça chinois ou ça blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire? Et moi, je pense que c'est à cause de la culture et l'éducation des parents que ces enfants-là, ils sont comme ça. Parce qu'ils n'ont jamais inventé, ils n'ont pas vu quelque part.
C'est à cause des parents qui sont comme ça. Ou c'est souvent ce que je dis aux parents, apprenez à éduquer vos enfants, parce que plus tard, si c'est des enfants mauvais, ou les adultes mauvais, ce sera votre faute. Bien. On peut pas s'éduquer tout seul. On apprend avec l'expérience. Donc c'est d'où l'intérêt de bien éduquer ses enfants, de ne pas apprendre à être méchant et à être raciste et être... voilà. Et donc du coup, arrivé au collège, j'ai été aimé, mais détesté dans le sens où c'était très très sale, de ce que j'entendais, de ce que je voyais. Donc j'avais les deux. Mais j'avais du mal à comprendre qu'est-ce qu'ils avaient à dire ça, ou qu'est-ce qu'ils voulaient en fait en retour. Et donc en fait, j'ai longtemps caché mon handicap, arrivé au collège. Personne n'était au courant que j'avais une prothèse, de la 6e jusqu'à la 4e. Même au prof de PS. Donc un jour, on organise les JO des collèges, et avec ma classe, on fait le relais 4 fois 100 mètres. Et j'ai été placé en dernière position. Et finalement, je voulais absolument qu'on gagne avec ma classe. J'étais compétiteur sans le savoir. Et il s'avère quand j'ai pris le témoin, c'est un bâton qu'on donne. Ouais, je crois, bien sûr. Et on était 5e. J'ai rattrapé tout le monde, on a gagné la course. Et là, en fait, quand je suis allé dans les vestiaires, je me changeais toujours après les autres. Je n'ai pas qu'ils voient que j'avais une jambe. C'était comme du cinéma, quoi. Et mon prof de PS, il a capté que j'étais sous une jambe et il m'a demandé qu'est-ce que c'était la jambe. J'ai expliqué l'histoire, il m'a dit waouh, c'est incroyable de voir ta force et ta vitesse par rapport à tes copains qui sont normaux. Et là, il me présentait à toute la classe en mode JB, c'est quelqu'un. Vous devez savoir son histoire et respecter le personnage. Grâce à lui, vous avez été champion. Et en plus, il a un handicap et il est plus rapide que vous. Vous devez arrêter de se moquer de lui parce qu'il a beaucoup souffert de ça. Et du coup, le message est passé, ça a changé. Moi qui voulais être discret, finalement, j'ai été, on va dire, balancé, mais c'était pour changer les choses. Et du jour au lendemain, ça allait mieux. Donc, là, il m'a dit, JB, il faut que tu t'en fasses dans ce club parce que là, t'es un futur champion. T'as un talent. T'es vraiment très bon. Et j'avais souvent eu des très, très bonnes notes en cours de PS. En basket, j'avais des 20 sur 20, en escalade, badminton, lutte, gymnastique, tout. Mais jamais à la limite, a su que j'avais une prothèse, quoi. Parce que j'étais pas à l'aise avec ma couleur déjà, donc c'était compliqué. Et finalement, je m'inscris à l'EMS athlétisme, un club dans ma ville, à Montélimar. Et le coach, il m'a dit, JB, vas-y, montre-moi ce que tu vaux en termes de tour de terrain. Bonnat constant. J'ai adoré les premiers tours. Tu sais pourquoi? Parce que lors du massacre avec ma mère et moi, on a essayé de rentrer à la maison. Vu qu'on avait une maison qui était assez grande et qui était en dur, parce que mes parents, ils avaient une bonne situation. On a essayé de rentrer dedans, c'était impossible parce que tous les voisins ils sont venus se réfugier chez nous. Du coup, on n'avait plus de place pour nous. Donc, on a essayé de fuir en courant. Et il s'avère qu'on a couru 40-50 mètres, pas plus loin. Et là, ils nous ont chopés. Donc, premier tour de piste, c'était sensation de liberté, et surtout, je sentais que personne ne me rattrapait. Les retours, par exemple, j'avais ces flashs dans ma tête. Et donc, il s'avère que j'ai épuisé tous mes problèmes au fond de moi, sur la piste. Je me suis, on va dire, défoulé. Et en fait, quand je suis rentré à la maison, c'était une de mes premières nuits depuis des années auxquelles j'ai dormi en mode en paix. J'avais pas de flash, de massacre avec ma mère. J'étais... C'était l'exutoire. J'étais léger, c'était l'exutoire, comme on dit. Ma mère était contente parce qu'elle voyait toutes les problématiques que j'avais pour essayer de m'endormir sans faire des cauchemars, sans rien, parce que j'ai longtemps fait des cauchemars. Mes nuits, elles étaient horribles. J'ai jamais pu limite dormir normalement. Et mes nuits, elles m'ont hanté avec cette fameuse scène avec ma mère. Et ma mère était contente finalement de savoir que j'ai enfin trouvé ma voie, ma thérapie. C'était pas aller voir la psy, c'était pas perdre mon temps avec elle, mais c'était la course, courir. À cette époque-là, je faisais équitation en même temps. Et oui, même les Noirs, ils font du cheval. Et j'avais d'ailleurs eu un très très bon niveau. J'avais terminé jusqu'au galop 6. 6e au championnat de France avec Invalide, à Paris, vers Fontainebleau.
Mais c'était souvent le cheval qui se défoulait, jamais moi. Donc j'avais besoin de faire un sport qui me défoulait un peu plus. Il s'avère que je faisais les deux en même temps. Donc là, j'ai commencé à faire mes premières compétitions. Ça a commencé à me dévoiler un peu plus avec mon handicap. Je pouvais me changer un peu devant tout le monde parce qu'avant, je ne me changeais pas devant tout le monde. Donc ce sport-là m'a aidé à me dévoiler un peu plus. J'ai commencé à être champion régional, départemental avec les valides. Je montrais à tout le monde que, ok, j'ai un handicap, mais je veux être le meilleur. D'accord. Pas d'excuses, pas de limites. C'est bien, c'est bien. Et Et il s'avère que 6 mois après, par rapport à mes résultats que je faisais avec les valides, la fédération d'e-sport me contacte pour me dire JB, t'es talentueux et t'as des bons résultats. On a envie de te sélectionner pour les championnats du monde de moins de 23 ans. Je dis, oh, c'est rapide, hein, je viens de commencer. Je dis, ok, avec plaisir. Je n'avais jamais quitté la France depuis mon adoption. Pris l'avion pour voyager. Donc c'était en Irlande, et je suis parti là-bas. Et donc du coup, j'ai adoré ce nouveau championnat parce que là, j'étais vraiment avec des athlètes qui avaient un handicap, mais je sentais qu'ils avaient une force, une rage de vaincre, peu importe leurs différences. Et j'étais en gros dans mon milieu. Et il s'avère que j'étais fier de représenter mon pays, qui était la France. Donc je voulais absolument encore ramener une médaille, même si j'avais pas eu beaucoup d'expérience dans ce milieu-là. Donc je suis rentré chez moi avec 3 médailles d'argent. excellent, excellent. J'ai rempli la mission. C'est bien, c'est Sur bien. en longueur, le lancer de disque et du sprint. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es senti important? Non, non. Toujours Non, pas? toujours pas important parce que j'étais content, épanoui en fait, là où j'étais. Comme je dis à tout le monde, j'ai jamais fait ça pour être champion. Mais par contre, quand j'ai été adopté en France et j'ai su que mes deux pères, c'est mes héros, c'est mes deux héros, ils ont sacrifié leur vie. Parce que mon vrai père, lui, il était, si tu veux, il était dans le dur de dire que j'abandonne mon fils pour qu'il ait une vie meilleure comme j'ai maintenant. C'est fort. Mhm. C'est le plus beau geste qu'un homme peut se faire à son enfant. Moi, je pense pas. Je suis même sûr que demain, si c'était à refaire avec mon enfant, je jamais ferais ça. Et donc, ce qu'il a fait, c'est quelque chose d'incroyable et de super de se dire qu'il s'est sacrifié pour son fils, pour qu'il ait une vie meilleure. Et mon père adoptif, il s'est tout donné pour me récupérer, pour m'emmener en France. Et il m'a donné une éducation et une nouvelle vie en France. Donc, c'était. Dans ma tête, je me suis dit, bon, il faut que je réalise quelque chose d'incroyable et de fort. Bien. Je dois aller là où c'est impossible. Et donc, il s'avère que je me suis retrouvé à vouloir être champion. À devoir être champion, mais sans savoir que j'allais être champion. Mhm. Que j'allais être champion dans mon domaine. J'avais un talent sur quelque chose, mais je ne savais pas. D'accord. Donc finalement, je me suis retrouvé à dire à mes parents étaient grave contents que je ramène les 3 médailles d'argent, j'étais épanoui. On a célébré ça, je dis à mes parents, l'année prochaine, je veux m'entraîner plus dur pour que je sois champion du monde. D'accord. Et ton entrée à l'INSEP? Et je l'ai fait. Donc j'ai fait 4 fois champion du monde, moins de 23 ans. Et donc là, j'ai commencé à être sélectionné pour être à l'INSEP. Et c'était assez impressionnant quand même, parce que c'était la première fois que je quittais mon petit village pour être dans une grande ville avec tous les cousins, beaucoup d'origine à Paris. Et donc j'étais vraiment content. Et surtout, j'étais entouré de plein de champions. Ladji Doucouré, Samir El Saïd, Teddy Riner, tout ça. C'était vraiment des gens que je voyais à la télé, JO, m'ont beaucoup inspiré. Et on était potes. Donc du coup, je me suis vraiment épanoui. Et c'était une maison, quoi, comme une maison de sportifs. Donc j'ai beaucoup appris. Mais avec le recul, je suis arrivé très très fort. Et je me suis qualifié pour les JO de Londres pour la première fois en même pas 3 ans de préparation et d'entraînement. Donc j'étais vraiment très content de savoir que je vais faire mes premiers JO. Et là, je voyais les médias qui sont énormément intéressés à moi. Je voyais la lumière que ça mettait en avant. Surtout, en plus, c'était à Londres, donc c'est à côté. Et là, j'ai commencé à comprendre que, ouais, ça y est, j'ai percé, quoi. J'ai percé. C'est très bien. Moi, ce que je voulais éclairer avec toi, JB, c'est on a l'impression que t'as la dent dure. T'as une rancune tenace envers la France. Tu vois, j'ai vu ici et là dans différentes interventions, tu disais que on t'a pas respecté, on vous a pas respecté.
et du moins même ton handicap, hein, finalement. On a l'impression qu'à travers ton discours, on n'a pas donné les props, comme on dit. C'est quoi le problème avec la France, frère? Ah, frérot, si je connaissais la réponse, je l'aurais donné. Mais c'est un pays qui est tellement beau. Il y a tellement de cultures et de coutumes différentes chaque jour, et avec plusieurs personnes. Mais quand j'entends liberté, égalité, fraternité ou un pays sociable, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Entre la vérité, entre ce qu'on dit et la vérité, pour moi, il y a un autre monde. C'est un pays qui pense beaucoup à soi-même. Il y a énormément de cases. Les blancs de l'autre, les arabes de l'autre, les noirs de l'autre, les chinois de l'autre. Et quand on entend liberté, égalité, fraternité, c'est pas vrai. Mais J'ai longtemps été abusé limite par la police quand j'étais à Paris, parce que j'avais une belle voiture. Et du coup, ils me traitaient de dealer, alors que je suis pas un dealer, mais après à me connaître, ou même me juge pas, sans savoir qui je suis vraiment. Mais ce qui m'a attristé, c'est de voir que je me sens pas chez moi ici, en fait. Mais tu vois, toi, tu as parlé des États-Unis. En off, même, on en parlait longuement. Hein, tu me disais à quel point tu te sentais à l'aise là-bas. Mais eux aussi, également, ils ont leurs difficultés. On parle beaucoup de racisme. Alors, Tu vois, les moi communautés sont encore beaucoup plus qui ai beaucoup plus marquées, beaucoup plus importantes. et j'ai eu beaucoup plus de problèmes ici que là-bas. Par exemple, le keuf, quand il verra 10 voitures passer, si dans les 10 voitures, il y a que des blancs, et derrière, la 11e voiture, c'est des noirs ou les arabes, direct, ils vont les arrêter. Surtout grosses voitures. Mais pourquoi pas les 10 premières voitures avec des blancs qui s'étaient passés, on les arrête pas? Ça se trouve, ces mecs-là, c'est eux les dealers. Ils ont fait des choses pas bien. Mais aux États-Unis, j'ai jamais senti ce racisme que j'ai vécu ici. Mais ça fait combien de temps que tu es là-bas aux États-Unis? Parce que Ça tu fait- t'es j'ai- installé là Je me maintenant. suis installé, ça fait plus d'un an et demi, mais j'ai été au moins 10 fois en vacances, en stage, en compétition. Et t'as pas ce problème comme on a ici. Mais excuse-moi de te couper, hein, mon bro. Hein. C'est t'aller en mode vacances. Tu vois, quand on va en mode vacances, c'est toujours un peu idyllique, c'est toujours un peu paradisiaque presque, pardon. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Là, t'es installé depuis un an et demi. Bon, la semaines. donne est différente, mais 3 semaines, un mois, tu as le temps de voir le pays, comment il est. ouais. T'es étranger, tu viens en France un mois en vacances, t'as le temps de voir comment il est le pays. La culture, les gens. Je suis pas certain. Si. Ouais. Ça dépend des gens. Bon, ça dépend des gens, ouais. Ça dépend des gens. C'est Moi, je suis vrai. quelqu'un comment dire, qui analyse tout. J'analyse tout, je vois tout là, dans l'atmosphère, je vois comment c'est, tac, j'arrive à sentir les choses. Je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup. Quand je vois un problème, je m'intéresse beaucoup à comment. Moi, je me dis toujours que rien n'est au hasard. Par exemple, mon histoire de génocide, je savais depuis le début que c'était pas du tout des conflits qui venaient de nous. C'était des problèmes qui ont été montés. Mhm. Ok. 27 ans après, on apprend la vérité. Tu vois, donc on nous a longtemps fait passer pour des sauvages, mais aujourd'hui, la vérité, elle sort. De toute façon, quoi qu'il se passe, un jour là, la vérité, elle sort. C'est vrai. Mais aux États-Unis, il n'y a pas ce côté-là où on ne te parle pas, ou parce que t'es noir, ou parce que t'es arabe. Déjà, les Arabes, pour eux, on ne connaît pas le mot arabe. Quand on voit un Marocain ou un Algérien, pour eux, c'est des latinos. Tu vois. Et quand il y a un Arabe qui fait une fusillade, machin, c'est pas radicalisé ou comme. Enfin, c'est pas jugé comme un attentat. C'est un fou. Donc, tu vois. Mais tu vois, encore une fois, je vais nuancer tes propos. Je vois qu'il y a beaucoup de rancœur. Tu vois, là, on a vu aux États-Unis pas mal de soucis avec Troy Davis, avec Mike Brown. Tu vois, des assassinats. Tu vois, c'est pour te dire en vérité que les problèmes sont partout. Ouais. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Malheureusement. Mais la France est vendue comme un pays où on a la liberté, l'égalité, la fraternité, un pays sociable, un pays où on a tout pour être heureux, un pays où on doit tous être ensemble. Mhm. Bah non. Moi, sans aller à Miami, tu vas à Londres, j'adore leur culture. Tout le monde est mélangé. Tu peux être dans un quartier riche et avoir des voisins qui sont pauvres. Il n'y a pas on va construire des HLM à l'extérieur du centre. D'accord. Ben justement, faire ça nous permet de nous écarter entre nous.
Parce qu'on se sent pas le bienvenu. Et donc, pour moi, j'estime que tout est stratégique. Tout est... par exemple, demain, je verrai jamais un président noir en France. Je ne verrai jamais voir ça. Impossible. Je suis quelqu'un qui dit ce qu'il a vécu. Moi, je parle pas des autres. Moi, je parle de ce que j'ai vécu moi. Ça se trouve, toi, t'as pas vécu ça ici. Ça se trouve, t'es heureux, que la France, elle te soutienne, voilà. Mais moi, de ce que je vois, de ce que j'entends, je vois, en étant étranger ici en France, on souffre. Et je suis pas le premier à le dire. Mais beaucoup n'ont pas ils vont pas le dire parce qu'ils ont peur. Mais la liberté a un prix. Et aujourd'hui, moi, je suis prêt à payer. Mais on pourra jamais enlever ta liberté. Parce que tu es un humain. Tu t'es battu pour X raisons. Mais tu dois être... quand tu as fait quand tu as fait les bonnes choses, j'estime que tu dois être considéré à ta juste valeur. Moi, ici, pour moi, j'ai longtemps été vu comme un noir handicapé, non pas comme une légende ou un héros ou un champion. Et cette case-là, elle me déplaît. Voilà pourquoi je suis parti m'installer à Miami, parce que tu veux louer un appartement. En fait, tu t'appelles Jean-Baptiste Alaise. Ça fait français comme prénom. Mais quand il te voit, t'es un Renoir. Ah, le patron, il est pas très d'accord. Mais le patron du bien, il est à bout du monde en Russie. Tu crois qu'il sait que moi, je suis Jean-Baptiste Alaise, je suis noir. Il s'en fout, lui, il veut son argent. Donc, toi, déjà, direct, il y a des amalgames. Et j'ai vécu tout ça partout, même à la fédération, dans ma discipline. Il y a du racisme. Tu vois, donc, c'est triste de voir que finalement, les gens pensent qu'on vit dans un pays où on a la liberté d'expression, il y a l'égalité et fraternité, c'est un pays sociable. Non, je ne peux pas cautionner ça. En tout cas... Dieu nous a créés pour qu'on soit tous des personnages très forts. Et c'est ce qu'on... On est tous bons pour réussir. Il n'y a personne qui est plus bête qu'un autre. Mais il faut se donner les moyens. C'est important. C'est important. Et c'est ce qu'on va retenir. C'est ce qu'on va retenir, JB. Et c'est quoi ton rapport avec l'Afrique? Mon rapport avec l'Afrique, justement, j'ai été écureuil de mon pays d'origine, avec l'histoire. Et aujourd'hui que je m'aperçois que je dois... j'ai dû pardonner mon passé déjà par rapport à ce que j'ai vécu pour aller mieux dans ma vie. Mais j'avais mis la France là-haut et puis mon pays, je l'ai oublié. Aujourd'hui, j'ai envie de créer des liens avec mon pays d'enfance parce que c'est pas eux que je dois leur vouloir. Même si les gens pensent que c'est à eux que je dois en vouloir, mais non. C'est mes racines. Ils ont été manipulés pour l'argent. Aujourd'hui, j'ai envie de faire en sorte de faire des projets là-bas, refaire un orphelinat, parce que l'orphelinat où j'étais adopté, elle a été détruite parce qu'il y a eu trop de trafic. Le patron de l'orphelinat, il a fini en prison. Donc j'aimerais bien recréer un orphelinat pour donner de l'espoir aux enfants, pour avoir une vie meilleure comme j'ai eu moi. J'aimerais faire j'ai une association qui s'appelle Mogisha, auquel je charge des fonds pour pouvoir créer des prothèses à ces enfants-là qui n'ont pas de prothèses. Excellent. On m'a fait rêver, et aujourd'hui j'ai envie de faire rêver. Oh, c'est terrible. Et que ce soit en France, que ce soit au Burundi ou dans le monde entier, en tout cas j'ai envie de faire des bonnes choses avec mon pays qui est le Burundi. C'est bien en tout cas, JB, le fait que tu veuilles créer des passerelles. Ouais. Tu vois, ça c'est terrible. Et c'était quoi du coup l'objectif de ce livre? Le livre que tu as sorti maintenant il y a peu de temps. C'était quoi? Alors il s'avère que j'ai longtemps été considéré pas comme je devais être considéré. Du coup, je me suis jamais rendu compte que j'avais fait des choses incroyables, que j'avais gagné tous ces médailles, et que j'avais parcouru un long chemin d'enfer et de paradis. Et à 30 ans, sortir un livre avec Michel Lafon, écrit par Adeline Fleury. C'est ce jour-là, quand le livre est sorti, j'ai eu un message en tête, c'est tu serais un bon à rien dans ta vie. Et je me suis battu pour montrer que je serais pas un bon à rien. Et je sors un livre sur ma vie. Donc, dans cette histoire-là, Jean-Baptiste Alaise, de l'enfer à la lumière, c'est le nom c'est le titre du livre.
c'est mon histoire. Depuis que je suis né jusqu'à maintenant, auquel je raconte mon histoire qui est vraie de A à Z. Et quelque part, c'est un message d'espoir pour beaucoup de gens. Parce que je montre tout mon chemin parcouru malgré les obstacles. J'ai jamais baissé les bras. L'obstacle a été une manière de me prouver à moi-même que je peux réussir. Ça n'a jamais été une barrière. Et il s'avère que tous les lecteurs qui ont lu mon livre, c'est les mots qui reviennent, c'est JB, merci. Merci pour cette humilité, ce partage de ta vie, cette histoire incroyable. Tu as changé ma vie. Tu as changé ma vie et tu mérites d'être mis en lumière, comme ton livre. Mais limite, il me fallait un livre pour que les gens me connaissent ici, parce que personne ne me connaît. Pourtant, je viens de loin, j'ai fait des belles choses pour mon pays. Mais je suis content de savoir que aujourd'hui, je peux souhaiter à tous les gens qui hésitent à acheter ce livre-là de leur dire que si tu as un problème dans ta vie, achète ce livre. Et tu verras que ta vie va changer du jour au lendemain. Tu as simplement besoin de juste un mois à lire ce livre et après tu vas changer. Parce que moi, j'ai changé comment et j'ai réussi comment? Parce que l'humain m'a inspiré. L'humain qui a fait des belles choses, elle m'a inspiré à devenir meilleur que lui. Mais jamais j'ai jalousé cette personne. Jamais j'avais de la rancœur. Au contraire, ça m'a poussé vers le haut de me dire que tu l'as fait. Moi aussi, je vais être le meilleur. T'as la plus grosse voiture, moi aussi, je veux la plus grosse voiture. T'as la belle maison, moi, je veux la plus grosse maison que toi. Donc, il y avait eu un esprit de motivation. Et du coup, je le transmets dans mon livre, tout ça. Et donc, les gens, je leur souhaite d'avoir le plus beau livre dans les mains et d'en faire une thérapie. Parce que même moi, ça a été une thérapie pendant 2 mois, de retracer ma vie depuis que je suis né jusqu'à maintenant. C'est pas quelque chose qui est facile, notamment avec des détails. Et même moi, je suis ému quand je lis mon livre. Ça me verse quelques petites larmes parce que je m'aperçois à tel point l'humain il est horrible. Et quand j'ai survécu à tout ça, je me dis j'ai plus envie de revivre ça. J'ai pas envie de souhaiter aux gens de vivre ce que j'ai vécu. Et je veux qu'on change les choses. La guerre, ça n'a jamais rien apporté. L'argent, ça n'a jamais rien apporté. J'ai jamais connu l'argent. Mais tout ce que c'est le bonheur et être sociable et être ensemble, c'est la meilleure des choses, la plus belle des leçons. En tout cas, c'est bien cet élan de générosité, JB. Ça, c'est quelque chose qui te caractérise et c'est cette lumière-là qu'il faut toujours conserver parce qu'on a besoin de ce genre de discours nous-mêmes pour aller de l'avant et savoir que finalement, même quand tout est noir, il y a le soleil qui est au bout du tunnel. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bon, ça, c'est excellent. Si je te dis Félicien Kabouga. Celui qui fait partie de celui qui s'est fait arrêter à Paris. Exactement. Oui. Justement, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une émission sur Arte, tu m'étais Arte, et puis à la fin du passage, ils ont diffusé sa femme. Et j'ai appris qu'elle était dans l'Essonne. Ça fait 40 ans qu'elle est en France, sans papier. Et elle se balade en liberté, comme ça, au calme. Je trouve ça un peu fou de se dire que la femme de celui qui a participé à ce génocide, et même lui, il s'est fait arrêter à Paris, comme si rien n'était. Et même, ça fait des années qu'il est là. C'est horrible. C'est horrible de se dire que ces gens-là, ils méritent leur peine. Certains vont en prison pour trafic de drogue ou pour des histoires de merde. Mais d'autres qui ont fait des choses horribles, ils sont là, en liberté. Et sans papier en plus. En tout cas, au nom de toute l'équipe de WeHustle, on te remercie pour cet échange deep, cet échange profond, sans concession. Et on te souhaite le meilleur pour la suite, JB. Merci encore une fois. Merci. C'était 500 avec l'homme qui le nomme Jean-Baptiste à l'aise pour WeHustle. Mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.